Salut les gars, départ pour le TET espagnol. On est au Boulou, on va descendre dans les Pyrénées. On a une putain de météo pour l'instant. Je crois qu'on va s'éclater. Effectivement, on s'est éclaté. C'était un truc de ouf. Le TET espagnol a beaucoup à offrir en termes de variété. Honnêtement, moi je pensais pas que l'Espagne était aussi montagneux, vallonné, avec des textures complètement différentes au niveau des sols. Bref, on s'est pris une claque. Hein. Donc on est parti avec Nico et Mika, qui roulent tous les deux en Touareg. On est parti de Paris, on est descendu avec les motos jusqu'à Argelès. Et depuis Argelès, on a passé une nuit évidemment. Alors déjà, faut dire, on est descendu sous la flotte et le vent sur l'autoroute, c'était une galère. Enfin voilà le parcours qu'on a fait à partir d'Argelès. Donc on a fait une petite trace pour rejoindre le TET à partir du Boulou exactement. Et après on est descendu jusque à peu près au niveau d'Alicante. Les petits points rouges sont les étapes qu'on n'a pas forcément suivies, enfin à peu près, mais bon. C'était pas le but c'était de rouler, et puis quand on se sentait prêt, on se prenait un hôtel, voilà. Alors tout ça n'a été possible que parce que Nico parle couramment espagnol. Sans ça, ça aurait été vraiment compliqué parce qu'en fait, on s'arrêtait le midi, on estimait à peu près où on allait terminer la journée, avec quelques surprises des fois, mais bon. Et puis, il prenait son téléphone, Google Maps, et le premier hôtel qu'il trouvait, il appelait, il expliquait qu'on voulait un garage, enfin un truc pour au moins garer les motos, le nombre de chambres, etc. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui parle couramment espagnol avec vous, honnêtement, c'est vraiment très compliqué. Parce que bon, l'anglais, je crois que c'est pas terrible là-bas. Hein. Et comme c'est pas terrible pour moi non plus, donc... Donc voilà, merci Nico pour ça. Alors c'est une trace que... Alors bon, faut dire, Nico c'est l'instigateur et l'organisateur en gros hein, du trip. Mika a filé un coup de main aussi sur les traces. Et voilà, donc moi j'avoue que je me suis un petit peu laissé porter parce que quand ils ont organisé tout ça, moi j'étais plutôt sur l'échappée belle du Morvan. Et donc je suis rentré de l'échappée belle et je suis reparti pour l'Espagne 2 jours après. Donc c'était vraiment très chaud au niveau de l'entretien de la moto, remise en config, etc., etc. Mais voilà, ça s'est super bien passé. Franchement, on a passé un séjour, on est parti 8 jours. 8 jours et dont 6 ou 7 jours de roulage off-road. Alors voilà, par exemple, là, c'est le TET, on a l'impression qu'on va rentrer dans la chambre à coucher des gens qui habitent là. C'est un truc de ouf. Non, il y a un pont. Il y a un pont. Et il y en a qui vivent dans des endroits de malades, quoi. C'est super beau. Alors on a eu un bol hallucinant avec la météo. Parce que quand on est parti, ça craignait, quoi. Les prévisions étaient franchement pas terribles. On a été échaudé sur la descente par l'autoroute. On s'est vraiment tout pris sur la tronche, c'était vraiment horrible. Et puis arrivé à Argelès, hop, grand soleil. On a passé la frontière espagnole et le soleil ne nous a quasiment plus jamais quittés. C'était nuageux, couvert, etc. Mais franchement super. En plus, le fait que ça a été un petit peu humide de temps en temps fait qu'on n'a pas eu de poussière quasiment. Enfin, assez peu de poussière, ça aurait pu être bien pire. Et donc ça, c'est franchement agréable parce qu'on s'en prend plein la tronche. Alors, quand on est devant, ça va, mais quand on suit... Alors ça, c'est un chemin typique. Là, on est sur le TET. Là, on a rejoint le TET parce qu'en fait, tout le début de la trace n'est pas le TET. C'est une trace qu'on a fait avec Visu GPX. En y allant un peu au pif, hein. Puis finalement on a rejoint le TET. Alors ça c'est vraiment la trace typique Pyrénées-Espagne, de la terre battue, bourrée de petites ravines, mais qui sont pas vraiment dangereuses. Faut pas aller sur les côtés évidemment. Plutôt roulant,
Avec de temps en temps des pièges parce que, bon, voilà, il peut y avoir des ornières, des trucs comme ça, des pavés qui surgissent un peu de n'importe où, et puis des virages serrés par moment, puisque bon, on est quand même dans les Pyrénées, des fois il y a des épingles à cheveux. Mais globalement, ce genre de chemin permet quand même d'envoyer, de rouler assez fort. Avec des petits whoops de temps en temps pour faire sauter la moto, très agréable. Assez peu de boue, hein, franchement, c'est pas le Vexin. Hein. Alors voilà, souvent des passages avec de la pierre, mais très très souvent tout à fait gérable, aucune difficulté. Hein. Voilà, des petits sauts comme ça, c'est super marrant. Et bon, on a quand même pu envoyer pas mal, quoi. Ça saute bien, c'est sympa. Oh la ça grimpe, papa. Oh putain. Alors évidemment, oui, hein, là on est dans les Pyrénées, donc bah, ça grimpe par moment. Et puis forcément, tout ce qui se monte se redescend. Il y a eu quelques descentes. Globalement, on n'a pas eu de grosses difficultés techniques, une ou deux, on va voir. Mais voilà, il y a vraiment de quoi se reposer, même sur la moto, s'éclater. C'est très très intéressant à conduire. Alors évidemment, vous m'entendez parler de temps en temps parce qu'on est reliés tous les trois en intercom. Ce qui est franchement merdique, je trouve, hein, parce que dès qu'on s'éloigne, ça capte plus. C'est assez chiant, je trouve, ce système. Et en 2024, on n'est pas foutu d'avoir une liaison HD, un truc sans latence, qui marche parfaitement, qui se fasse pas dézinguer dès qu'il y a un rocher ou un arbre en travers, quoi. Enfin, alors on m'a dit qu'il fallait essayer du cardo. Ça marche beaucoup mieux en mèche. Bon, alors on va essayer ça, hein, parce que là on était tous en Sénat de base, quoi. Hein, et, bah, honnêtement, c'est pas ouf. Combien de fois on a perdu la liaison? Ah, t'es où? Ah bah je t'entends pas. C'est chiant. Alors des épingles à cheveux, ça, vous allez en voir. Hein. Il y en a beaucoup, hein, forcément. Hein. C'est la montagne. Hein. Là, on se souvient des cours, hein, bien déhanchés, et puis ça passe. Voilà, des petites montées comme ça dans les pavés, pas très difficile, hein, ça se monte tout seul. Hein, c'est pas, faut juste choisir sa trajectoire. Enfin, il y en a eu énormément, évidemment. Certaines ont été un peu plus compliquées que d'autres, mais globalement... Alors là, je me suis fait une frayeur parce que je les ai pas vus arriver. Et là, je commence à prendre large et là, je me retrouve à l'arrêt en montée, en épingle à cheveux. J'ai quasiment pas pied parce que je suis pas grand par rapport à la moto. Là, j'étais pas très bien là, sur cet arrêt. Là, je tiens la moto quasiment pas à bout de bras, mais pas loin. Attention les gars, plein de buggy. Et les mecs, ils vous descendent ça en buggy. Là, ils doivent s'éclater. Là, ça va être génial. Et là, j'apprends par l'intercom que ou Mika ou Nico a chuté. Donc là, je m'arrête pour prendre des nouvelles, mais a priori, ils ont relevé, ils sont repartis. Donc il n'y a pas besoin d'aide, pas besoin que je redescende. C'est bon. Alors des montées comme ça, évidemment, il y en a plein. Alors au niveau texture du sol, de temps en temps on tombe sur de la terre rouge comme ça. Qui est, bon, en fait, à part le fait qu'elle est rouge, ça change pas grand chose, sauf si c'est un peu mouillé. Si c'est un peu mouillé, c'est on a l'impression de rouler sur de la glace, quoi. Il n'y a aucun grip, les pneus sont saturés instantanément.
Et on perd tout, l'avant, l'arrière, donc c'est plutôt marrant en fait. Hein, parce que généralement ça dure pas. Parce qu'on a eu une bonne météo, évidemment. Hein. S'il avait plu, c'était pas la même histoire. Mais c'est assez génial, comme les paysages changent rapidement, la texture de la terre change rapidement, il faut adapter son pilotage, c'est sympa. Ah ouais, encore un chemin, un type de chemin typique, là où il faut choisir sa trajectoire, parce qu'il y a des ravines, des choses comme ça, donc il faut bien regarder où on veut aller. Rien de compliqué, mais c'est intéressant en fait. Alors on avait à peu près, on s'était donné comme objectif 200 km par jour. Ce qu'on a à peu près tenu, à quelques chintes près pour aller trouver un casse-dalle quoi. Hein. Mais en gros on a réussi à faire les 200 bornes par jour. Ce qui fait que bon bah de temps en temps on gaze quand même, hein, parce que c'est pas en roulant à 20 à l'heure que ça se fait. Donc dès que ça peut rouler, on y va. Alors toujours se méfier, il peut y avoir des surprises, hein, des marres d'eau dont on ne connaît pas la profondeur, d'un seul coup une épingle à cheveux, un virage serré, ou bah voilà, un guet. Complètement plat au fond, donc aucune difficulté. Ça fait juste de belles images. Souvent quand il y a des montées en épingle comme ça, que ce soit au Portugal ou en Espagne, ils goudronnent, ils mettent du béton. Je pense parce que les cultivateurs doivent prendre les mêmes chemins et sur les grosses épingles à cheveux ils doivent galérer, donc en fait ils bétonnent les parties vraiment compliquées, qui doivent finir par raviner avec la flotte. Bon, ça nous arrange, hein, c'est plus facile. Bon, de temps en temps une petite difficulté comme ça, un petit côté technique avec des ravines. Ça dure jamais bien longtemps, hein. On n'a jamais eu de trucs qui durent. Enfin, si on a eu, hein, mais c'est pas du tout la majorité. Cette partie du TET en fait est pas super compliquée. Mais très sympa. Ah, il a eu chaud quand même. Alors c'est Nico qui est devant là avec sa Touareg. Petite montée dans les caillasses. Hop, un petit jump. Ah, il y en a tout le temps, hein, c'est super marrant. Ah voilà, alors là, j'ai gardé le plan en entier, ça dure plusieurs minutes. En fait, je crois que c'est la montée la plus longue que j'ai faite de ma petite carrière de off-roadiste.
fait, on est habitué, nous, dans nos régions, à faire des montées plutôt courtes. Donc on les fait un peu en apnée, hein. On y va, on serre les fesses, voilà, on se bat, et puis à peine c'est commencé qu'on est déjà arrivé en haut. Là, non. Là, ça dure, ça dure, ça dure. Et quand on croit que c'est fini, il y en a encore, et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Et vous allez voir qu'à la fin, j'en peux plus. Alors, ça paraît pas comme d'habitude à la vidéo, hein, mais ça monte. Ça monte pas mal. Je suis obligé d'être en première. Ça passe en deux, mais j'aime pas tellement, moi, forcer sur le bas le couple du moteur. Je trouve que c'est pas très safe, en fait. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour le moteur, pour l'embrayage, etc., etc. Donc là, je monte en première parce que je pense que ce serait compliqué en deux. Encore une fois, ça monte pas mal. Ce qui est très marrant, c'est que on se dit bon allez, ça y est, là, je suis arrivé. Ça va être plat maintenant, ça. Et paf, on en remet une couche. On se dit ah bah voilà, ça y est, c'est facile, le plus dur est fait. Et paf, on revient dans la caillasse. Et là, ça commence à tabasser, ça tire les bras. Il n'y a plus de grippe, faut surtout garder la vitesse. La roue avant se fait pousser dans tous les sens. C'est un gros kiff en fait, hein. Sauf que ça, c'est bien crevant en fait. Là on se dit les pauvres pneus, la pauvre suspension, qu'est-ce que se prennent dans la tronche. Hop, ça tient. Pas de soucis. Et comme je disais, les montées habituellement, bon allez, on les passe assez rapidement, un peu en apnée, voilà, on respire un bon coup et paf, on arrive en haut, c'est fini. Et là, ce qui est vachement intéressant, c'est que ça dure tellement qu'on se prend à tenter des trucs. Et tiens, si je me mets vers l'avant, qu'est-ce que ça donne? Tiens, si je suis plus mobile sur la moto, tiens, si je donne des coups de cul pour faire gripper, qu'est-ce que ça donne? En fait, on a le temps de réfléchir, de penser à des trucs qu'on n'aurait pas le temps, en fait, sur une montée courte. Et finalement, faut se battre, mais quelque part, ça donne le temps de réfléchir. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, en fait. Parce que là, ça n'en finit pas, en fait. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça tire les bras. Et l'obsession, c'est surtout de ne pas s'arrêter, hein, parce que si on commence à s'arrêter après pour repartir, c'est galère. On se dit ça y est, c'est fini. Ça y est, on va arriver à la fin. Mais non, pas du tout. Non, non, non. Encore une petite couche pour finir. Des petites marches. Hein. Heureusement que c'était sec, hein, parce que monter tout ça dans le mouillé... C'est toujours la même montée depuis 5 minutes, hein. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Là, je suis mort, hein. Honnêtement. Oh. Putain, alors là, les gars, j'ai jamais monté un truc pareil. Oh, putain. Ah ouais, c'est dur. Franchement, arriver en haut, vite, on coupe et on lâche le guidon parce que les bras, ils en peuvent plus. Et ça, évidemment, hein, c'est pas dans les petites plaines d'Île-de-France qu'on peut s'entraîner à ce genre de truc. Hein. D'où l'intérêt de se bouger, quoi.
Et ça, il y en a plein, hein, des montées comme ça. Celle-là, je crois que c'est quand même la plus longue et celle qui a donné le plus de variété de type de terrain. Mais des comme ça, c'est sans arrêt. Hein. Dans les Pyrénées, forcément, hein, ça monte, ça monte, ça monte. Et surtout, on peut pas faire de pause, hein, parce que après, pour repartir, c'est quand même compliqué. Alors, au niveau des pneus, là, je suis en Mitas XT+. Et à l'avant, un Pirelli Rally Race. Ah non, non, Caro Extrême. Bah, c'est la même chose, en fait. Un Caro Extrême à l'avant. Parce que, bah, vu la descente par l'autoroute et la remontée après, il était hors de question de mettre des pneus enduro. Donc, j'ai mis des pneus 80-20. Ils sont vraiment très bien, hein, franchement. Je les ai jamais pris en défaut, là. Hein, ça marche parfaitement. En plus, comme c'est du tube less, ça permet de réparer facilement sans avoir à trimballer de chambre à air, etc. etc. Un bon kit mèche et voilà, normalement, ça le fait. Mais c'est moins facile, évidemment, qu'avec des pneus enduro. Les pneus enduro, guide plus, grip plus, ça fait court. Hein. De la montée dans la caillasse, ça il y en a beaucoup. Celle-là elle était coton aussi, je me rappelle. Donc là, vous imaginez un peu le paysage, hein. À droite, le précipice, avec les montagnes au loin. Franchement, faire du off-road dans ces conditions-là, c'est juste magique, quoi. Et ça va être ça tout du long, quasiment. On a fait je sais plus combien, plus de 1000 km de off-road. Ça a été le paradis tout le long, voilà. Donc, waouh. Bon, évidemment, j'ai collé quelques kilomètres à ma nouvelle moto. Parce qu'en tout, là, on a fait, je sais plus, 4600 km. Donc là, en très peu de temps, là, je suis arrivé à 7000, quoi, en gros. Et je remarque exactement ce que j'avais remarqué avec la 790. C'est qu'arrivé autour des 6000, le moteur se débride encore plus. Et la moto devient encore plus sympa, encore plus explosive, le moteur réagit encore plus fort après 6000 km. Et j'avais remarqué sur la 790 qu'il y avait eu encore un palier à 10 000 km. Alors je sais pas, vous savez, hein, si c'est un rodage mécanique, si c'est l'électronique qui gère un petit peu ça, j'ai un doute, je pense que c'est mécanique. Mais c'est assez clair, hein, la moto se libère vraiment. Et devient encore plus sympa à partir de 6000 km. Et là c'est jouissif, hein. Le moindre coup de gaz ça dérape, surtout avec ces pneus là. Donc c'est... quel pied de piloter ça dans ce genre d'endroit, quoi. Et le truc que j'aimerais arriver à faire, moi, c'est de prendre tous ces virages-là, quand ils sont un peu serrés, les prendre avec de la vitesse. Connaître exactement la technique qu'il faut avoir pour faire ça, c'est pas évident, hein. Moi, pour l'instant, je maîtrise pas encore ça. Bon, je roule assez vite, c'est pas le problème, mais dans les virages, j'aimerais pouvoir y aller encore plus fort, en sécurité, évidemment, parce que là, évidemment, hein,
Si vous vous foirez et qu'en face c'est le précipice, ça peut être très très problématique. Et ça donne envie de mettre les gars. Mais là, bon, faut en bouffer, et puis à force d'en bouffer, bon, on s'améliore, on trouve des petites techniques, des petits réflexes qui se mettent en place. La confiance, on prend confiance en la machine, dans les pneus, et puis voilà, quoi. Ça fait partie de l'apprentissage. On apprend tout le temps de toute manière. Là, des superbes forêts. Petit intermède musical C'est parti. avec quelques images de drone grâce au drone de Mika. Alors là, Mika il est planté là-haut, et évidemment je me barre avant de... Je vais pas l'aider surtout, hein, parce que c'est fatigant. Non, je déconne, hein, évidemment. Ah, un petit spot marrant, avec quelques petites grimpettes, passage entre les arbres. C'est très très sympa ce passage. Alors évidemment, comme tout EET qui se respecte, il y a un peu de route. Mais globalement, c'est de la route super marrante, super intéressante. Hein. C'est des virolos dans des paysages très très moches comme vous voyez là. Avec les neiges éternelles là-haut. Hein. Qui seront de moins en moins éternelles, je pense. Il y a vraiment de quoi s'éclater, même sur route en fait. Je sais pas à quelle altitude on est, hein, mais bon, je crois que ça oscille entre 1000 et 1700 par là. Un petit chemin qui ressemble à chez nous un peu. Ouais. Moi je dis chez nous parce que je suis d'Île-de-France, hein, pour ceux qui ne savent pas. On tourne beaucoup dans le Vexin, TET autour de Paris, quoi. Les petits chemins de campagne un peu plats, c'est notre lot quotidien. Alors là, on va attaquer un des endroits qui nous a posé pas mal de problèmes. Une montée dans la caillasse. Ah, petit quai. Oh, puis là, ça se complique. Voilà, le chemin là, il est un peu compliqué, mais ça va, celui-là il dure pas. Et après, on attaque une montée dans la caillasse.
Et on est interrompu par une barrière. Là encore une fois, hein, ça paraît pas mais ça monte, hein. Là ça monte vraiment. Hein. Et il y a une barrière devant et qu'il faut que j'aille ouvrir. Donc les autres sont derrière, je les préviens de prendre leur temps avant de s'engager dans la montée. Mais bon, il y a Nico qui arrive derrière quand même. Donc je vais aller ouvrir la barrière. Non, attends. Bah non, mais je veux dire, t'as pas besoin de t'arrêter. Et je vais pouvoir réussir à repartir, à monter un peu, mais quelques mètres plus loin, je vais me tanker. Et je vais mettre une demi-heure à pouvoir sortir la moto de ce tankage. T'arrêtes pas tant que tu peux. Hein. Donc là, Nico arrive à monter. Il s'arrête pas et en fait il va se tanker un petit peu plus haut lui, mais il va s'en sortir, ça va, il va faire une petite chute sans gravité. Mika, tu m'entends ? Bah là on voit à l'œil nu que le chemin là il est assez sympathique. Hein. Donc là Mika qui est en bas. Tu m'entends Mika ? Serre à gauche Mika. Et un petit peu plus haut, ça va monter encore plus fort. Il va y avoir un virage avec une marche. Mika, il va se tanker sur la marche. Et il va fumer son embrayage. Mais clairement, hein, il n'y a plus rien qui se passe quand il embraye. On a bien flippé. Vous voyez, là, j'essaye de remonter. Donc c'est pour vous dire à quel point ça monte, c'est que la moto ne veut pas y aller. Et là, j'ai été obligé de m'arrêter. Alors, j'ai pas filmé ça, évidemment. J'ai été obligé de m'arrêter et de virer toutes les pierres, de me faire un chemin pour pouvoir reprendre de l'élan. Donc, ça vous donne une idée quand même sur le fait que ça monte. Ce qui ne se voit pas, évidemment, mais ça monte quand même très fort. Donc là, au bout d'un moment, voilà, j'ai réussi quand même à en sortir. Et là, surtout ne pas ralentir. Et là, c'est dans ce virage-là que je vais prendre là que Mika s'est tanké sur les petites pierres qu'on voit sur la droite. C'est là qu'il a fumé l'embrayage. Donc là, il passait les vitesses, mais embrayer, débrayer, il ne se passait rien en fait. Il a fallu qu'on attende que ça refroidisse. Et au bout d'un moment, on a réussi quand même à faire repartir l'embrayage en bout de course et tout petit quelque chose. On a été obligé d'aller acheter de l'huile pour pouvoir rajouter un peu d'huile pour refaire baigner l'embrayage parce que d'après Mika, il manquait il était un peu au niveau bas quoi. Il pouvait expliquer aussi le fait que ça ait fumé quoi. Et comme quoi c'est pas, hein, on n'est pas à l'abri d'une merde. Hein. Donc celui-là, on y a passé, ça paraît pas là hein, évidemment, mais on y a passé du temps. Hein. Le panorama valait le coup de se faire vraiment chier. Bonjour, je veux juste passer, c'est possible. Merci. Génial. Ah, les chevaux, terrible. Je sais pas si c'est des chevaux sauvages, mais magnifique. Ah, terrible. J'ai absolument pas peur des motos. Hein. Je pense que c'est des chevaux du TET. Hein. Ils en voient passer. Hein. Alors ceci dit, on a fait, je sais plus, 1600, 1800 km de TET. On peut pas dire qu'on ait croisé grand monde. Hein. Je crois qu'on a dû croiser 2-3 gars maximum. C'est pas ouf hein, la fréquentation. D'ailleurs, je vous raconterai, on a croisé un Français avec seul, dégonflé quand même, sur une GS. C'était assez marrant, je vous raconterai tout à l'heure.
chemin super agréable. Il faut choisir sa trajectoire. Quelques petits pièges, pas méchants, mais qui peuvent faire chier, quoi. Donc, quel régal de piloter ça. Alors Nico et Mika, ils roulent tous les deux en Touareg. En fait, ils ont fait un achat de groupe. Ah tiens. Non, je suis pas tranquille, non. C'est un petit bout de Morvan dans le TET espagnol. Rouler dans un cours d'eau, ça c'est typique du Morvan. Ouais, c'est plus facile que ce qu'on a pu avoir sur l'échappée belle quand même. Hein. Et c'est marrant comme quoi, même en Espagne, hein, on retrouve pas mal de types de chemins. Alors là, pour le coup, t'es obligé de jouer de l'embrayage. Là, je dis à Mika qu'il faut qu'il joue de l'embrayage, malgré le fait qu'il en ait plus beaucoup. Parce qu'en fait, il avait tendance à beaucoup jouer de l'embrayage, et du fait il l'avait à moitié fumé, pour le coup, fallait qu'il le garde collé au maximum et qu'il joue plutôt du shifter. Rouler en première quand il faut rouler en première, un coup de shifter pour passer la deuxième, de façon à garder l'embrayage collé au maximum, pas l'user. Finalement, il a pu aller au bout du séjour. On a réglé un petit peu, retendu les câbles, machin, etc. Et puis il a pu finir et puis pouvoir retour sur Paris pour changer l'embrayage. Ouais, donc je disais, ils ont tous les deux une Touareg qu'ils ont négocié, les prix en en achetant deux d'un coup à un concessionnaire. Et donc du coup, ils l'ont eu à un super prix. Et je suis bluffé par cette moto, hein. Franchement, c'est une moto un peu méconnue dans le milieu de l'off-road où c'est Katoche et T7 hein, qui sont les reines, avec la GS qui est la reine mère en fait. Mais là, en fait, c'est une moto qui est facile parce qu'elle est parfaitement équilibrée. Le moteur a un couple bas régime, malgré que ce soit un 600. Hein, le moteur a un couple à bas régime monstrueux, ce qui fait que dans les grimpettes, on peut avoir confiance. Ça repart comme un tracteur. C'est très très impressionnant. Les suspensions d'origine sont bluffantes, franchement très très bonnes. J'ai pu essayer leurs deux motos, y compris dans des montées, dans des galets, etc. Et honnêtement, ça passe même dans le confort, quoi. C'est vraiment impressionnant. Le guidon est extrêmement large. Vous voyez, on a l'impression qu'ils ont les mains à 3 mètres l'une de l'autre. Et en fait, ça rend la moto extrêmement agile, extrêmement facile à manœuvrer dans les
dans les trucs un peu techniques, et ça donne une grande impression de légèreté du train avant. Ce qui fait que bah, il y a une impression de facilité déconcertante sur cette moto. Là où j'étais un peu moins bluffé, c'est... alors ça, c'est très personnel, hein, c'est sur route, justement, le fait d'avoir le guidon très large sur route, moi j'ai trouvé ça assez fatigant. J'ai retrouvé un peu ce que j'avais sur la Tiger 900, c'est-à-dire les bras assez écartés. Et ça sur route, en fait, moi je préfère largement ma KTM, qui est je trouve plus confortable. Et puis évidemment, bah, le moteur c'est un 600, il n'a pas du tout l'explosivité que mon 890. Hein. Donc là évidemment, faut comparer ce qui est comparable. Par contre, honnêtement, les couples à bas régime sont comparables. Ça reprend en troisième dans les grimpettes autant que mon 890. Et en ça en fait une moto de off-road vachement performante, quoi. Donc vraiment bon plan, hein, cette Touareg. Bon après, peut-être qu'elles sont toutes neuves, hein, les leurs, et a priori, il y a des petits trucs à revoir, des petits axes qui prennent du jeu. Bon, chaque moto a des petits trucs de jeunesse qu'il va falloir corriger. C'est tout à fait normal. Hein. Mais bon, franchement, en plus, d'origine, elle a un régulateur de régime, poignée chauffante. Oui, je crois que c'est d'origine, les poignées chauffantes. Enfin, bref. Un truc, vraiment une moto super bluffante. Hein. Bon, voilà le type de route qu'on peut avoir en Espagne. En fait, c'est pas exceptionnel, en fait. C'est tout va être comme ça. Quasiment tout le TET est comme ça. Plus montagneux au nord qu'au sud. Il y aura, je crois que les jours 3, jours 4, ils seront un tout petit peu moins intéressants, où ça va être, bah voilà, ça va être un peu ça, en fait. Ça va être ça tout du long, quoi, de la piste roulante comme ça. Alors bon, c'est bien, on peut mettre les gaz, on peut se prendre un 110, 120, voilà. Hein. Mais bon, on fait pas ça tout le temps, parce que déjà on dégage une poussière terrible, et on va faire ça toute la journée, bon, c'est un peu relou. Mais c'est vraiment qu'une partie au centre de l'Espagne, hein, qui est comme ça. Le reste c'est toujours intéressant, en fait, quel que soit le type de chemin. Là, je dérange les lapins. Les petits lapins, oh là là, ça pullule. Oh. Oh, je sais pas quel jour on est, hein, si c'est... Ah ouais, alors, lui, rien à battre, hein, il se pointe, il roule complètement à gauche, en plein virage. Bon, le mec il roule à droite, à gauche complètement. J'ai bien failli me le prendre. Ouais, alors donc je disais, je sais pas quel jour on est, hein, si c'est jour 2, jour 3, je tiens pas du tout une comptabilité de la GoPro. Hein, je balance les clips en vrac. Par contre, c'est bon, c'est dans l'ordre chronologique quand même. Et comme d'hab, j'ai pas tout filmé, hein, parce que gérer les batteries, les machins, je laisse pas tourner en continu, parce qu'après, on se retrouve avec un dérochage gigantesque. Et donc, forcément, je loupe des passages intéressants. Alors, c'est comme ça. Je ne suis pas un youtubeur. Voilà.
Je fais de la moto pour mon plaisir, mais pas pour forcément faire de la vidéo. Enfin, c'est ça. Ouais, c'est là. Petite épingle à cheveux bien serrée, très sympathique. On en a eu des plus serrés que ça. Il a fallu se reprendre à plusieurs fois. Nico qui aime bien glisser de l'arrière, c'est fun. Les oliviers qu'ils ont abattus, ils vont cramer. Ouais, alors attention, là, ça a l'air de grimper méchant. Ouais. Non, non, ça va. Franchement, ça va. Ça va. Aucun problème. Ouais. Attention, c'est encore pire à plat. Ça vient de dur après. Hein. C'est à droite, hein. Vous prenez à droite. Hein. Toujours des petites grimpettes bien sympathiques. Alors là, on passe souvent dans des villages typiques espagnols. Ce qui est surprenant, c'est que on voit personne. C'est hallucinant. On a l'impression que tout est déserté. Il faut vraiment arriver sur la place, au centre pour voir quelqu'un. Oui, alors là, c'était en fin de journée. Qu'est-ce qu'on a galéré. C'est un espèce de lit qui a été rajouté par... c'est pas naturel, hein, c'est un truc rajouté par les hommes. Et c'est très épais, en fait, et les roues s'enfoncent là-dedans. Et on a l'impression qu'il faut rouler là-dedans un peu comme du sable. Hein. Si vous mettez pas les gaz, si vous mettez pas complètement en arrière, c'est impilotable là-dedans. Hein. L'avant tient pas du tout. Et en fait, on pensait... La trace n'était pas précise, donc sur le coup, on pensait pas que c'était la trace, tellement c'était chiant à passer. Et en fait, si, c'était vraiment la trace. Et donc là, Mika s'est tanké sur des cailloux. Bon, c'est pas un problème, on l'a dégagé. Il fallait qu'il fasse gaffe à son embrayage, etc. Bon, c'était pas simple, il fallait qu'il y aille d'un seul coup. Alors Mika, lui, il a je crois que c'est des Karoo 4. Ce sont des pneus, c'est pas des pneus extrêmes au niveau off-road. Et ça s'est avéré vraiment bon. Moi, quand j'ai essayé sa moto, j'ai trouvé ça vachement bon dans ce type de terrain, en fait. Je vais faire dessus là, j'y arriverai pas. Non, ça glisse trop. Ça va me tomber dessus. Quitte à poser les pieds dessus. Toi t'es bien, t'es assez grand là. Oui. Moi j'étais arrivé au bout du lit de gravier, mais pour l'aider j'ai fait demi-tour. Donc je suis revenu en moto parce qu'à pied c'était encore plus chiant quoi. Et la moto s'enfonce dans les graviers, c'est un truc épouvantable. Très bien. Très bien.
Et là où ça a été relativement marrant, c'est que ce lit de gravier là, bon il dure je sais plus, allez, peut-être 300 mètres. Et donc là on en chie, on part à 300 mètres, après on pense être tranquille. C'est ce que je dis d'ailleurs à un moment, parce que j'arrive au bout. Enfin 300, non il est un bon 300 mètres. Et puis donc après le chemin redevient normal, on se dit bah, ça va on est sauvé. Et paf, rebelote, un deuxième, alors cela le deuxième je pense qu'il faisait au moins 500 mètres, voire plus. Et il était encore plus chiant que celui-là, on va le voir d'ailleurs. On va tenir. Lâche. Lâche. On va faire. On a encore beaucoup là-bas? Non, non. Non, je pense que là, il est arrivé au bout là-bas. Voilà. Non, c'est peut-être 30 mètres après toi là. Voilà, moi j'avais été au bout, donc je pense que le lit de gravier est terminé. Une grave erreur. On était loin d'être au bout et on va se... En plus, comme je dis, hein, c'était la fin de journée, on était quand même un peu cramé. Et là ça va nous rectifier hein, pour le coup. Voilà, il faut mettre des gaz. Allez, debout. Gaz debout et ça passe. Allez, plus on met des gaz, plus ça marche. Voyez. On voit nettement la différence entre pas de gaz et beaucoup de gaz. Donc là, voilà, on se dit que c'est terminé. On va sortir Nico qui avait planté sa moto un peu plus bas. Là, on l'a vu quand je suis passé devant. Voilà, Nico arrive. Je trouve que c'est encore plus chiant que le sable parce que ça envoie la moto à droite à gauche alors que le sable, la moto fait son ornière. Donc voilà, j'avance. Je me dis, ouais, c'est bon, le chemin devient facile. On est peinard. Et ben non. Là, le lit de gravier, il est devant nous et c'est pareil, ils en ont mis genre 50 cm. Ça va être le même bordel. Alors du coup, là, on fait un peu une erreur. C'est qu'on décide de... Enfin, moi, je décide déjà d'essayer de passer sur le côté en disant, bon, voilà, sur le côté, ça pourra pas être pire de toute manière. Donc ouais, sympa. Ça marche, hein. C'est bien plus facile de rouler là-dedans que dans les 50 cm de gravier. Sauf qu'arrivé au bout là-bas, ce n'est qu'un lit de gravier qui s'étale sur une grande largeur, donc impossible de passer. Impossible, donc moi j'ai pas d'autre choix là d'où je suis que d'aller rejoindre le chemin en fait qui est juste à ma gauche là qu'on voit là. Et Mika lui va faire encore pire, il va partir complètement sur la droite. Et lui il va se tanker parce qu'on va se retrouver sur des ravins, des machins. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai réussi à retrouver le chemin. Comme tout à l'heure, gaz. Et j'avance. C'est tout sauf facile hein, à cet endroit-là. Hein. Faut vraiment se battre. Et là je vais avoir la frayeur de ma vie. Psychologique. Parce que arrivé au bout, le chemin s'arrête. C'est-à-dire que on voit il y a une espèce d'étendue d'eau là au bout, et puis en fait il n'y a plus de chemin. Et en fait le chemin il est planqué à droite, et là je me dis bordel, s'il faut qu'on fasse demi-tour, parce que là on venait de s'en taper pendant 45 minutes, hein, il faisait super chaud en fin de journée. Donc là premier truc, je vais voir comment ça se termine. Comment se passe le chemin, parce que je me dis on va pas passer dans la flotte à gauche, et là où ça va, et là ouf, je vois que le chemin continue, je me dis ça va. Mais alors s'il avait fallu faire demi-tour et tout se retaper, laisse tomber. Donc voilà, on s'en est sorti, on était bien naze, et voilà, belle aventure, et puis on a progressé dans le pilotage dans les galets quoi, hein, encore un truc qu'on fait jamais hein. Donc voilà, on arrive dans une petite ville style médiéval où on a trouvé l'hôtel, où Nico nous a trouvé un hôtel.
C'était la fête au village, donc des sens interdits partout, on comprend rien, ça monte de partout. Moi je plains les gens qui bossent là, hein, c'est que des montées. Hein. Vous voyez l'angle qu'il y a sur les pas de porte, hein. Ça monte sévère. Hein. Et voilà, ça c'est notre hôtel. Un truc fabuleux avec des chambres magnifiques. Et en plus, le truc c'est que à cette période-là, sans blague, les chambres on les a payées aller entre 35 et 45 € en gros, la nuit. C'est vraiment pas cher du tout, on bouffe pour 3 fois rien, l'essence est beaucoup moins chère. Bref, c'est un road trip, je crois que ça nous est revenu à chacun tout compris. Je crois que c'est 700 € pour les 10 jours quoi. Franchement c'est imbattable. Hein. Et avec à chaque fois tous les soirs hôtel, hein, et chacun sa chambre, truc, condition royale, hein, vraiment. Mais ça c'est dû à la saison, hein. On est au mois de mai et pour avoir discuté avec un hôtelier, le gars nous a dit vos chambres à 40 € là, il dit dans 3 mois je les vends à 50. Hein. Donc c'est pas la même. Et en plus au niveau température, nous c'était super parce qu'on a eu le matin aller 13-14 degrés. Idéal pour rouler, un petit peu frais mais idéal pour rouler. Et l'après-midi, on a eu des pointes à 26-28. Ah, franchement super. Parce que faire la même chose par 38 ou 40 degrés, là aussi c'est pas pareil. Donc là, super, franchement, super séjour, très très agréable. Et là on est loin, en fait on est bien descendu dans le sud, hein, on n'est plus du tout dans les Pyrénées. Pourtant c'est toujours vallonné, plus ou moins montagneux, avec toujours des grimpettes, etc. Et ça c'est un truc que j'aurais jamais cru. Pour moi l'Espagne c'était bon, je connais pas bien, hein, voire même pas du tout. Pour moi il y avait les Pyrénées, voilà, truc montagneux, on connaît. Et puis en dessous des Pyrénées c'était des grandes plaines quoi, hein, pour moi l'Espagne. Et je me disais, ça se trouve ça va être que des trucs tout plats, on va se faire chier. Absolument pas. En fait les chaînes montagneuses, voilà c'est ça. Tout du long ça a été ça. Il y a vraiment qu'arrivé quasiment au niveau d'Alicante dans le bas là où on a trouvé vraiment des grandes plaines. Des plaines magnifiques d'ailleurs, hein, vous allez voir, c'est très très beau. Et là, bah non, c'est pas du tout plat, c'est une espèce de paysage un petit peu de western là, vachement sympa, vachement joli, et c'est ça tout du long. Ça donne envie de rouler, hein. Franchement, hein, quand vous avez des paysages comme ça et des chemins comme ça. Prendre un petit 80 là-dedans, c'est quand même top. Bon, faut faire gaffe aux virages quand même parce qu'ils arrivent vite, mais c'est vraiment terrible. On va avoir une putain de vue là-haut. Là, encore un changement de Faut y arriver, hein. changement de type de chemin. Là c'est du petit gravier. Ça tabasse un peu, mais je pense qu'on est quand même pas mal en altitude, ce qui fait qu'il n'y a plus trop il y a plus d'arbres en fait. Une végétation, je vais y arriver. Végétation d'altitude. Les grands plateaux. Voilà, c'est magnifique. Bon, il y a ça en France, hein, il paraît, hein, donc il y a des trucs à découvrir. Hein. Mais là au moins, il y a une variété de paysages, et puis ouais, on est toujours en hauteur, toujours des vues dominantes terribles, perte de vue. Hein. Je m'étais baladé un petit peu hors piste, histoire de changer, sortir des chemins, puis
On est complètement grisé quand on est dans un environnement pareil, là, ce côté désertique et tout. On n'a qu'une envie, c'est de prendre la moto et se barrer carrément hors du chemin, puis de, voilà, pourquoi pas grimper là-haut, etc. C'est juste mortel, quoi. Sensation de liberté. La crête de montagne, là, précipice à gauche, précipice à droite, enfin précipice, gentil, mais cette impression de rouler au sommet de la montagne, là, c'est absolument magique. Alors là, je vais m'en coller une bien sévère, parce que là, encore une fois, ça paraît pas, mais ça descend, ça commence à descendre méchamment, et il commence à y avoir des ravines à droite à gauche, donc il faut y aller doucement. Et là, c'est vraiment le genre de descente où vous bloquez les deux freins, la moto continue, hein. Ça glisse de partout, il n'y a pas beaucoup de grippe, etc. Et là, je prends trop de vitesse. Là, je me fais embarquer, je prends trop de vitesse, et là, boum, le buisson, et paf. Voilà. Et là, mais me demandez pas comment la moto a fait pour faire un demi-tour. J'ai toujours pas compris. En tout cas, bah, elle a les pattes en l'air. Non, mais restez là-haut. Voilà, on voit bien hein, le type de sol. Hein, si vous pouvez rester là-haut. Avec la ravine qui est sur la gauche, là. Je suis dans la mer avec la moto, donc c'est tellement accidenté sur la droite que c'est quand même pas ouf d'y passer. Alors, il faut passer dans la ravine, mais c'est chiant. Donc voilà, j'ai mal géré. J'étais trop vite et j'ai pas réussi à la ralentir. Voilà, donc là, on a relevé. On a pris du temps. Hein, j'ai cassé un rétro d'ailleurs, un rétro droit. Donc on a pris du temps pour la relever. Et puis ça repart. Après, c'est plus facile parce qu'il y a moins de caillasse en fait. Donc là, il suffit de suivre un peu la ligne et puis voilà. Mais bon, ça descend toujours assez fort. Mais ça va, c'est gérable à partir de ce moment-là. Bon, ça va, hein, c'est pas grave. Ouais, c'est beaucoup plus facile. En fait, tout au début, je vous parlais d'un gars qui roulait en GS, et il est passé par cet endroit-là, puisqu'on l'a rejoint en bas, en fait. Le gars est passé tout seul, peinard, les deux pieds. Hein. Bon, visiblement, il était grand, donc c'est quand même plus facile d'avoir les pieds qui touchent par terre. Mais il a pris cette descente qui est quand même compliquée, technique, et puis longue en plus, qui dure longtemps. Et il est descendu sans encombre, hein, facilement. Alors, ce qui est assez marrant avec ce gars en GS, c'est que bien avant ce passage-là, on l'a croisé. Et nous, on était dans un sens, et puis lui, il nous arrive en face. Et donc, bon, bah, un mec qui fait du off-road qui arrive en face dans un chemin, on s'arrête et on discute un peu. Alors, ah bah, il est français, cool, on discute en français, super, etc. Puis nous, on avait décidé d'aller dormir dans une ville qui s'appelle Teruel. Donc on descendait le TET vers le sud, vers Teruel. Puis le gars, il discute avec nous et lui, il venait en face. Bon, ça va, hein. Et puis il nous dit, oh bah tiens, ce soir, voilà, je descends, je vais dormir à Teruel. Alors là, on commence à avoir des surfroides, on dit, putain, mais on s'est gouré ou quoi? Et puis bah, on finit de discuter avec lui, et puis le gars il dit merde, je me suis gouré, il a pris le TET à l'envers, à un moment il s'est planté, et Osmand peut être capricieux par moment, lui a repris la trace dans l'autre sens, ce qui fait qu'il était en train de faire le TET en sens inverse par rapport à ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire aller dormir à Teruel. Heureusement qu'il nous a croisés, parce que combien de temps il aurait roulé sans se rendre compte de son erreur? Et si ça se trouve, bah, il aurait fait beaucoup de bornes en plus, quoi. Donc il a fait demi-tour. Et puis, bon, comme il roulait assez
assez doucement et de manière extrêmement prudente, et il avait parfaitement raison parce qu'il était tout seul avec des gros bagages, une gros, c'est l'archétype, hein, la grosse GS avec des gros bagages, etc., truc très confortable. Donc le gars roulait très prudemment, plutôt doucement, donc il avait parfaitement raison. Donc nous on est parti devant, mais avec les diverses pauses, etc., on s'est recroisé 2-3 fois quand même sur le chemin, ce qui était assez marrant. Mais bon, le coup que le gars qui se plante de sens dans le TET et qui remonte à l'envers, c'était quand même assez énorme, quoi. Donc voilà, la grande descente est terminée, je crois. Je crois que ça va être la seule vraie gamelle que je me suis pris sur le séjour, ce qui est rare, hein, parce que généralement moi je chute souvent. Mais là, bon, ça va. Je reviens avec mes pare-mains en entier, ce qui est une prouesse pour moi aussi. Généralement j'en pète un à chaque sortie. Mika et Nico ont pas fait beaucoup de chutes non plus, hein, des trucs, on va dire des posées de moto. Et la beauté de ce chemin là, dans les rochers, extraordinaire. Voilà, alors ça c'est évidemment monotone au niveau paysage, au niveau pilotage pardon, mais alors au niveau paysage, c'est quand même assez... On se croirait dans les steppes du nord de la Russie, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais en tout cas c'est ce que ça m'évoque moi. C'est assez marrant. Qu'il y ait des plaines comme ça, à perte de vue, immenses. Avec une terre sympa à rouler parce qu'on donne des petits coups de gaz, ça dérape de partout, donc c'est cool quand même. On peut gazer. Voilà, ça débouche sur des paysages à perte de vue, une fois de plus. Absolument magnifique. Ça m'a permis de filmer Mika un peu en gros plan, quoi. Tour de Nico. Allez, re-intermède musical, façon youtubeur. Allez, quelques vues drone.
Alors là, on va passer au-dessus des nuages. Donc on voit qu'ils se rapprochent. Sur un plateau, je sais plus où c'est. Hein. Un truc aride. Sans trop de végétation encore. Donc là, ça commence à cailler de mémoire. Hein. Et là, bon, bah, on rentre dans le nuage. Et le sommet du plateau est au-dessus en fait. Au-dessus des nuages. Tout droit, tout droit, tout droit. Ouais. Quelques images de Nico et son superbe pilotage. Plus on descend vers le sud, plus on trouve ces terres rouges et ce décor un petit peu Far West là. Allez, petite montée dans la caillasse. Il y avait longtemps.
pas, ça doit rejoindre. Ouais, ça rejoint. Sur la fin, on aura pas mal de ce type de chemin assez large, enfin, évidemment aucune difficulté, hein, où le truc qui est intéressant, c'est que comme c'est du gravier, ça glisse de partout et ça permet aussi de jouer avec les gaz et de s'amuser à déraper. Donc il en faut aussi hein, un peu de roulant comme ça pour se détendre et puis avaler les kilomètres, quoi. Faut pas s'enflammer hein, parce que s'il y a à freiner, alors ça reste le TET hein, puis c'est des chemins, c'est clairement des chemins empruntés hein, donc vous n'êtes jamais à l'abri d'un mec qui arrive en face, on l'a vu tout à l'heure. Donc faut quand même modérer un petit peu la poignée de gaz par moment, quoi. Voilà, 115 km/h là, c'est là-dessus, c'est quand même le pied, quoi. Voilà, c'est un chemin, là je me serais cru au Kenya ou en Afrique, quoi. Encore une fois, je suis jamais allé, donc je raconte n'importe quoi, mais encore une fois, c'est ce que ça m'évoque, quoi. Bon là par contre faut pas être derrière hein, parce qu'au niveau poussière c'est assez monstrueux. Et donc ça c'est vraiment la fin, c'est les dernières sections qu'on a, la dernière section qu'on a fait, qui est extrêmement roulante, hein. Il n'y a eu plus aucune difficulté, peut-être une ou deux grimpettes, mais bon, pas grand chose, beaucoup de roulants comme ça. Fait que bon, au bout de la journée, ça devient quand même un petit peu monotone. C'est pas aussi riche, c'est pas aussi varié que ce qu'on a eu les premiers jours, quoi. Ça c'était que juste la dernière journée. Par contre, au niveau paysage, ça reste toujours aussi moche, hein, comme vous voyez, c'est horrible. Hein. Non, c'est vraiment une tuerie. Hein. Ouais, voilà, on a quand même une petite grimpette hein, pour finir. Enfin, je sais pas si c'est fini, mais... Enfin bref, ce TET espagnol est c'est quand même une tuerie. C'est quand même très très intéressant. Ça vaut le coup de se déplacer et d'aller le faire, franchement. Alors pour ceux qui bivouaquent, j'ai entendu dire que c'est pas super bien toléré hein, en Espagne. Je sais pas, est-ce que c'est une rumeur
Moi, c'est pas mon truc, je bivouaque jamais, mais bon. C'est vrai qu'il faut pas trop se faire gauler à planter sa tente un peu n'importe où. Ah oui. Là, c'est tout est facile, là. Ah ouais. Ça marche. C'est pas une marche. Alors pour info, on a fait 4600 km je crois, C'est marrant. dont à peu près, bon allez en gros 1000 pour descendre Ça doit être beaucoup moins et rigolo, c'est mouillé. 1600 pour remonter, donc de route, le reste c'était du off-road. Et mes 2 pneus arrivés à Paris, les 2 pneus sont morts. Il pourrait faire encore, allez on va dire une sortie, et puis... mais les crampons sont complètement usés, donc voilà. Et le pneu arrière de Nico était pareil dans le même état. Ceux de Mika ont un peu plus tenus là, c'est des Carreau 4 je crois qui étaient bien. Ils ont un peu plus résisté. Mais que ce soit les miens ou ceux de Nico, surtout à l'arrière, terminé. Hein. Donc voilà, quand on demande combien de temps ça dure, un E09 ou un XT+, bon voilà, allez on va dire à 4800 bornes, il n'y a plus grand chose à en espérer. Donc voilà, c'était la fin là, on a trouvé un petit terrain de jeu, donc on a fait quelques glissades et puis quelques... voilà. Et donc on est remonté sur Paris depuis quasiment Alicante, ce qui fait à peu près 1600 km, et on devait s'arrêter à peu près à la frontière, c'est-à-dire on avait dit tiens on va se prendre un hôtel vers Figueras, Rosas par là quoi. Et puis finalement on a calculé qu'on arriverait à cet hôtel vachement tôt, genre 3 h de l'après-midi. On était plutôt en forme. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de Nico et moi, puisque Nika, lui, est remonté voir des potes autrement. Et donc, on a enquillé entièrement jusqu'à Paris d'une traite. Alors, on a fait les 1600 bornes, je crois que les 18 heures de moto d'une traite. On est arrivé, on n'était pas frais, hein, faut le dire. Hein. Mais voilà, ça a été une superbe aventure. Merci Nico, merci Nika. On s'est super éclaté, on a une super météo, un TET qu'il faut vraiment faire une fois dans sa vie. Et voilà, à bientôt!